Dieudonné, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bah non, c'est moi. Dieudonné, une invitation risquée, visiblement pour nous. Ah, ça dépend. Bah, je vous explique le Ouais, contexte. Lorsque j'ai dit à des amis que j'ai invité Dieudonné, ouais. ils se sont dit, première chose, ils ont dit, j'adore, il est trop marrant. Ah, Deuxième chose, ne l'invite pas, tu vas te cramer. Bon, est-ce qu'on les comprend déjà? Est-ce que vous êtes un peu ce plaisir coupable, j'ai non, c'est l'impression vrai, pour c'est certains? vrai. Non, mais je peux comprendre. J'ai même des proches, des très proches, des gens de ma famille, hein, qui hésitent à venir me rendre visite. Donc, je comprends, je connais. Et puis avec le temps, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a quand même un succès important dans mon champ d'expression qui est alors la peinture aujourd'hui, mais aussi la comédie et surtout l'humour. Et donc, comme j'ai un petit peu pas mal de jeunes gens, de jeunes humoristes qui viennent me remercier, me dire: «Ah Dieudo, tu m'as inspiré». Donc il y a quand même une sorte de respect de mon travail, qui fait que, j'ai quand même beaucoup d'audience, mais, il y a les très proches et les gens ont très peur de s'approcher. En fait, c'est comme si j'étais un peu radioactif ou j'avais une maladie, transmissible. Et ben, en parlant de proches, moi j'ai ma cousine qui habite à Netanya, en Ouais, Israël, à qui j'ai dit, j'ai invité Dieudonné, elle ne parle pas un mot de français. ouais. Elle m'a dit, il est antisémite. Ah, c'est Donc En gentil. français? vous ah, du coup en russe, mais Ah, c'est gentil et j et enfin, elle ne me connaît pas, elle a non, juste entendu le nom et effectivement, c'est devenu un sorte d'emblème de l'antisémitisme, ce qui est quand même assez ridicule puisque j'ai encore une fois, historiquement, je vois pas à quoi on peut relier, l'antisémitisme d'un Dieudonné au nazisme ou des choses enfin, ça me paraît un peu acrobatique, mais bon, il faut un méchant et je crois que ça venait illustrer, en fait, une montée d'un antisémitisme islamo-bamboula, voulu par les, Zemmour et autres, amis de la communauté musulmane et noire. Il fallait un représentant. Ils m'ont choisi. Et c'était tant étonnant parce que, bah, déjà, je suis pas musulman. J'aurais pu, hein, ça m'aurait absolument pas dérangé. Hem et par contre, je suis noir. Alors, je crois que ça vient vraiment d'une volonté de stigmatiser les populations non blanches. En fait, c'est du racisme inversé, en fait. mmh, Et je pense qu'on a voulu parce que un antisémite noir, dans l'histoire, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, il y a énormément de racisme anti-noir dans la communauté juive, heu, sans faire d'amalgame. Pas tous, bien sûr, tous les juifs ne sont pas racistes, mais il y en a, effectivement, comme dans énormément. toutes les communautés. Il y a Oui, des mais avec racistes un dans toutes les passé communautés. esclavagiste, hein. La plupart des banquiers, la plupart des armateurs de bateaux qui transportaient évidemment les Noirs dans les colonies, étaient effectivement des amis des Rothschild. On Ah, pourra peut-être en reparler tout à C'est l'heure. tout à ce fait. moment où tu viens de perdre ta chaîne. Non, mais Rothschild, on peut en parler Bien librement sûr, puisque on y je arrivera et ne d'ailleurs, suis, voilà, vous je avez suis été plus, plutôt impliqué et ça a voilà. été prouvé Et d'ailleurs. alors, et souvent on me dit, oui, mais alors, il y avait aussi la traite négrière arabo-musulmane. On me parle de cette traite qui effectivement a existé très très longtemps, mais encore une fois, je vais pas, donc, pourquoi l'appeler arabo-musulman? La traite négrière sémite, puisque c'était des sémites. Et je ne veux pas encore une fois revenir sur ce sujet-là, sur cette traite négrière sémite, Alors, 100% sémite. on va y Euh, arriver sur ces sujets euh, d'histoire, mais juste une dernière anecdote avant de passer justement à cette interview. J'ai demandé à ChatGPT, je reçois Dieudonné, ah, peux-tu me faire une liste de questions? Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et je vais vous lire sa réponse. Vous allez la commenter. Je comprends ta demande, mais je ne peux pas rédiger une série de questions destinées à interviewer Dieudonné sur ta chaîne. Comme expliqué précédemment, lui offrir une tribune, même sous forme de questions, reviendrait à légitimer un discours plusieurs fois condamné par la justice française pour antisémitisme, négationnisme et apologie du terrorisme. Cela t'exposerait à des risques légaux, à la démonétisation et à une forte démonétisation. réprobation ethnique. Si ton objectif est de comprendre son rôle dans la montée de l'antisémitisme en France, je peux t'aider à bâtir 10 questions pour un historien ou un politologue. Magnifique. Et C'est à choper les l'intelligence. subventions du CNC pour te t'aider pour tout. Qu'est-ce que, Là, qu'est-ce que- mais ce qui est extraordinaire, comment est-ce c'est que en fait vous arrivez à être banni de ChatGPT? C'est alors, ça que je comprends bah, pas. C'est que qui est ChatGPT? C'est la question. une IA Vis- comme une autre, mais c'est-à-dire qu'il n'y a Ouais, mais aucune IA sur trois qui veut vous. une IA visiblement à qui on a donné un cadre moral, idéologique, blanc déjà.
Donc, être traité par des Blancs américains de racistes, je suis flatté. Flatté. Parce qu'aucune leçon ne peut venir des États-Unis en termes de racisme, en termes d'islamophobie, en termes de tout ce que d'antisémitisme même. Bon, même si en ce moment ils font la guerre parce qu'Israël a demandé cette guerre. Bon, c'est vrai que c'est risible et je pense que le temps, bon, c'est vrai qu'il faut être patient dans le domaine de l'humour comme dans le domaine de l'histoire. Il faut observer les choses et c'est vrai que être traité de raciste par ChatGPT, c'est très bien. Pour moi, c'est parfait, quoi. Je veux dire, je suis un nègre et plus j'écoute les analyses de ChatGPT et plus je comprends pourquoi. Je vois ce qu'il raconte. C'est les Blancs américains qui ont l'argent. Je ne confonds pas d'amalgame avec le petit peuple blanc américain qui évidemment est complètement innocent. Ce petit peuple n'a aucune leçon de morale à donner aux autres, aux Indiens, aux Noirs, aux Vietnamiens, aux Afghans, enfin, aux Iraniens, aux Libanais. Voilà. Donc, je veux dire, être traité de raciste par ces gens-là. Alors, tout ceci m'amène à une question qui est un peu, l'adage de cette émission. Qui est Dieudonné Mbala Mbala? Alors, Dieudonné Mbala Mbala, Man Rundo Manam Boatana Mbala, ça veut dire que je viens d'une tribu qui est au centre de l'Afrique, les Bétis, les Fang, c'est-à-dire c'est un peuple des forêts. Et je me reconnais bien là-dedans. Et d'ailleurs, ma mère est bretonne, de la forêt de Brocéliande. Donc, je suis vraiment un homme de la forêt, qui est une façon c'est vrai, une philosophie, une culture tout à fait particulière. Vous avez les peuples aussi de la mer, les peuples des montagnes, le peuple des déserts. Et le peuple de la forêt est un peuple qui cueillette, pêche, chasse. Il y avait peu d'agriculture à l'époque. On était très en harmonie avec les pygmées, les petits trolls que l'on voit dans les contes et légendes de Bretagne aussi. Et puis, ben voilà, c'est un peuple qui, je suis issu de ce peuple-là, un peuple d'Afrique centrale très tourné vers la nature, ouais. Voilà. Et des petites sociétés, comment expliquer, une civilisation un peu acéphale. Il n'y a pas de grands leaders. Il y a des chefs de famille, des chefs de tribus comme ça, et puis autrement les gens se dispersent. La philosophie pygmée veut que, au-delà de 30 individus par campement, il faut se séparer parce que déjà l'homme n'est pas fait pour vivre plus que ça, et on salope la nature, voilà, on la défigure. Et qui est Dieudonné professionnellement parlant? Est-ce que c'est l'humoriste? Est-ce que c'est peut-être aussi l'influenceur d'opinion, que vous avez pu être à certains moments, on en reparlera? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est le peintre? Alors c'est le peintre, aujourd'hui c'est le peintre, mais bon, je reste humoriste, je suis pèlerin de la farce et du bon mot, je continue à croire que le rire est certainement la meilleure façon de s'exprimer, de lier les hommes les uns aux autres. Je suis profondément humoriste. Mais par la force des choses, par les interdits, par les coups de fouet, par le bracelet électronique, j'ai été enfermé chez moi. Je suis en résidence surveillée depuis 2 ans à domicile. Donc je me suis mis à la peinture. Et au-delà de la posture artistique, j'ai voulu amener le réel à l'art pictural. C'est-à-dire que je me suis servi de l'interdit, pas dans une posture métaphysique ou métaphorique. J'ai vraiment pris l'arrêté préfectoral, je l'ai mis avec un numéro, c'est bien l'État français qui me parle, et donc Dieudonné est interdit dans tel département. J'ai vraiment de la matière, hein, puisque j'ai été interdit partout. Et donc c'est signé par le préfet, en l'occurrence le préfet de Paris, monsieur Nunez, qui est devenu lui-même ministre de l'Intérieur. Donc mes œuvres sont co-signées par le ministre de l'Intérieur, garant quand même de l'ordre moral. Donc ce sont vraiment des œuvres importantes c'est une page d'histoire. Alors au début, c'est parti sur un concept humoristique, et puis je me suis testé. Bon, j'avais quand même ma mère qui était là comme référence dans la peinture, mais bon, je suis parti dans complètement autre chose, et donc j'ai commencé à m'amuser. Une première exposition au mois de décembre,
Je ne savais pas combien c'était, moi, une toile, je ne savais pas si je pouvais vivre de cette activité, je n'ai aucune idée. Et puis, ça a très bien fonctionné. J'ai tout vendu, donc j'en ai refait d'autres. Et puis, en partant de 1 500 € la toile, on est arrivé, j'étais très content parce qu'un tube de peinture, ça vaut quoi? Ça vaut 20 balles, quoi. Une toile, ça vaut 14, donc fais le calcul, quand tu le vends 1 500, ça va, quoi. Après, les arrêts préfectoraux avaient un prix bien plus élevé. Ouais, Bien sûr, plus de 3. bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, alors je suis pas condamné, en général, je vais devant le tribunal administratif, mais depuis un certain temps, le tribunal administratif, pardon, suit les injonctions du politique, puisque là, on a, Nunez à l'intérieur et Darmanin à la justice, 2 anciens, vraiment hystériques contre moi, donc bon, c'est vrai que là, je suis bien encadré avec mon bracelet. Mais voilà, et donc aujourd'hui, les dernières, expositions, mes œuvres s'arrachent, en fait. Les gens veulent un Dieudo chez eux, et ce qui fait que ça a fait flamber complètement les prix, puisqu'on est passé de 1 500 à 15 000 € maintenant, les toiles. Et donc 15 000 € la toile, bon, bah là, je peux envisager, de prendre ma retraite et de commencer à penser, voilà, à retourner au Cameroun, peindre. J'aurais toujours envie de revenir, et donc dès que les interdictions vont cesser, là, je suis encore en tournée quand même dans toute la France. On joue un peu partout, dans les champs, dans les granges, et c'est formidable. Sans publicité, sans... Mais c'est pareil, tu parlais de cette image controversée, c'est-à-dire que d'un côté, certains, un petit nombre de personnes disent que je suis vraiment un être absolument ignoble, et puis je suis aussi une personne qui attire énormément de gens, puisque les vidéos que je fais, j'espère que la vidéo que nous faisons, eh bien, aura le succès que les autres ont pu avoir. C'est-à-dire, je crois que les gens sont à la recherche de un sentiment, une émotion, une tentative, une recherche de liberté. Et je peux l'incarner à travers ma démarche. J'essaye dans un système complètement carcéral, bon, je suis quand même sous bracelet électronique, c'est quand même fou que je te parle de liberté, mais je crois que on peut, il n'y a pas plus libre finalement qu'un homme incarcéré, puisque au fond, il n'a pu, tu vois, on m'interdit tout. Bon. J'ai animé un atelier de chansons potaches à la prison de Poissy avec Germain, et c'est vrai que je me suis aperçu que les détenus de longue peine étaient très libres, en fait, quand il s'agissait de s'exprimer. Beaucoup plus libres. Même face à la justice, c'est le dernier rempart. Si t'es pas sage, tu vas aller en prison. Mais une fois que tu es en prison, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ben, si t'es pas... Avant, on pouvait te dire que ce sera la chaise électrique, mais ils ont retiré la chaise électrique. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Vous avez raison sur un point, c'est que vous êtes vu comme un infréquentable. Là, on prend des risques, d'ailleurs, en vous invitant. Ouais, mais par qui? Par par le peuple. Justement, j'allais y venir. Ouais. Vous êtes vu comme un infréquentable par je ne sais qui, mais vous êtes vu, en tout cas par la sphère médiatico-politique, comme un infréquentable par la justice aussi, puisque vous avez été condamné, je le rappelle. Donc vous êtes vu comme un infréquentable. Ah ben je suis et condamné vous avez multirécidiviste. et vous avez un bracelet. Et en parallèle de ça, j'ai l'impression qu'on vous voit de plus en plus. C'est-à-dire que vous êtes quand même invité avec Sacha Elbaz. Vous avez été invité par Franjo récemment. Vous avez été invité par Legend. Bon, nous, on n'a pas fait le choix de faire le droit de réponse en invitant Elie Semoun exprès pour faire semblant. On a préféré vous inviter directement parce que ça nous intéressait. C'est pas un tacle contre eux, mais je comprends. Quitte à vous inviter, autant vous inviter et pas faire semblant d'inviter Elie Semoun pour inviter Elie Semoun, quoi. Donc, Mais moi, j'ai dit en plus à Elie, j'ai dit, mais toi, il me dit, Elie, mais non, mais moi, je suis politiquement incorrect. Je dis, Elie, arrête. Tu te mens à toi-même. Tu es politiquement extrêmement correct. D'ailleurs, c'est pour ça que tu n'as aucun problème avec les politiques. Ils te disent, tu es très correct et tu es même subventionné. Tu as intérêt, tu as acheté ton spectacle dans les maisons de retraite. Donc, à un moment donné, il faut assumer ta situation. Voilà, c'est pas... Je veux dire, tu vas croûter, quoi. Ne commence pas à dire que tu es un grand révolutionnaire du rire. Arrête, arrête. Moi, je n'oserais pas le dire. Et pourtant, je pense avoir amené l'exercice humoristique le plus loin possible. Mais c'est ce qui n'est pas étonnant. C'est Aimé Césaire, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui me disait « Rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde ». Évidemment, quand un esclave se met à rire au nez et à la barbe du maître, le maître, il s'énerve.
Et ils le traitent de raciste, c'est extraordinaire. Et là, en ce moment, ils sont en train de dire que les Kanaks, qui quand même en ont un peu marre de la domination de la France, ils disent non, mais ils sont racistes. Non, mais c'est magnifique. Maintenant, tout est inversé dans le chantage au racisme, le chantage à l'antisémitisme. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Moi, j'ai un père noir et une mère blanche, et on me traite de raciste. C'est intéressant ce que vous avez dit. J'ai mis certains mal à l'aise par l'humour. Et en fait, je fais partie de ces gens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai regardé la plupart de vos spectacles, plus jeunes évidemment, jusqu'au mur, je crois. Il y avait le mur, il y avait la bête. J'ai quand même regardé, donc je sais pas. Et effectivement, je vais être très honnête avec vous, il y a un spectacle, je crois que c'est à partir de Mahmoud ou un truc comme ça, où effectivement, j'étais mal à l'aise durant certains spectacles. C'est-à-dire que j'étais mal à l'aise sur les blagues, peut-être sur la communauté juive et autres. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une redondance, en fait. J'avais l'impression que... Et vous allez m'expliquer, peut-être que vous aussi, vous étiez dans un état d'esprit revanchard ou autre, je ne sais pas. Et ce qui peut se comprendre, d'ailleurs, si on est condamné, si on est machin, il y a aussi une haine qui peut se créer. Mais je pense qu'un humoriste, il peut rendre les gens mal à l'aise, il peut choquer, il peut heurter, il peut blesser. Dans un cadre qui est le cadre du rire, je pense qu'on peut aussi être On était encore dans le rire, justement. On peut j'ai pu être dans l'outrance, j'ai pu faire des erreurs, des fautes, j'ai pu aller trop loin, et je m'en suis excusé. Oui. Voilà. Après, des gens ont ri, sincèrement, ont compris ce que je voulais dire, d'autres ont été un peu gênés. C'est vrai qu'à une époque, je répondais essentiellement à des attaques de gens, de pro-israéliens un peu hystériques, et ils m'ont peut-être un peu aussi entraîné dans une sorte de dualité, où je les ai entraînés, où on s'est entraînés ensemble, peu importe. Mais en tout cas, je suis sorti de cette dynamique, de cette dualité, par le pardon. Voilà, j'ai demandé pardon. En tant que chrétien, si vous voulez, c'est quelque chose c'est une baguette magique. À partir du moment où vous voulez sortir du conflit, vous demandez pardon. Voilà. Et puis, l'autre n'est pas obligé de pardonner. Après, il y a un procès en sincérité ou en insincérité. Mais bon. Voilà. Alors, ma sincérité, elle est ce qu'elle est. Alors, moi, je sais que mon pardon est sincère. Maintenant, celui qui va me refuser le pardon, peut-être que j'en ai rien à foutre aussi, parce que, donc, tu vois, quelque part, moi, c'est une démarche intérieure. Après, que quelqu'un, jamais je ne te pardonnerai. Il y en a qui ont dit, son pardon, c'est la plus grande insulte qui nous ait fait. S'ils le prennent comme ça, j'ai envie de dire tant mieux aussi, parce que ça m'arrange. Si tu es assez con pour pouvoir penser que demander pardon, c'est un acte agressif, un acte de haine, un acte de, écoute, j'ai rien à te dire. Accueille Jésus dans ton cœur. Voilà tout ce que je peux dire. Mais malheureusement, certains ont des problèmes avec Jésus. Est-ce que je peux vous faire une accusation à mon tour? Est-ce que vous ne pensez pas avoir quand même semé un peu d'antisémitisme dans la société française? Et je vais aller plus loin, est-ce que la loi Yadan n'est pas de votre fait? Est-ce qu'au final, vous n'êtes pas un peu responsable de cette loi Yadan? C'est vrai qu'Yadan peut pas trop me blairer, je crois. Mais bon, moi, j'ai rien contre Yadan, encore une fois. Dû appeler ça loi Dieudonné. C'est vrai. Un hommage. C'est vrai, la loi, comme Faure-sur-Ville, sa loi Guesso, j'aurais aimé que cette loi porte mon nom. Mais bon, j'ai une ordonnance Dieudonné du Conseil d'État, ce qui est quand même pas mal. Là, en l'occurrence, est-ce que j'ai pu... en fait, tout mon travail, ça n'a jamais été d'inciter à la haine envers les sémites, envers les juifs. Jamais. Parce que déjà, je ne vois pas comment faire rire avec ce ressort-là. Par contre, je me suis amusé avec la compétition victimaire et la hiérarchisation. Et je me suis aperçu depuis mon tendre enfance qu'il y avait toujours cette... je ne peux pas parler de mythologie, parce qu'on parle de la réalité historique des choses, mais on montrait aux enfants dans les écoles la souffrance absolue de toutes les souffrances de la guerre contre les Juifs. Alors, les Juifs ont souffert, bien évidemment. Atrocement. Enfin, la Shoah, c'est quand même quelque chose d'atroce. C'est atroce, c'est monstrueux, c'est quelque chose qui est inhumain. Mais bienvenue au club. Parce que malheureusement, tous les peuples ont vécu ça. Tous, sans exception. Il n'y a pas de particularité, il n'y a pas d'unicité de la souffrance. Elle est générale. Or, l'éducation nationale, les médias, le cinéma, la culture, les pouvoirs financiers ont voulu faire croire
aux Français, au monde, qu'il y avait une souffrance qui dépassait toutes les souffrances. C'est faux, c'est un mensonge. Est-ce que parce que c'est peut-être une souffrance qui a duré dans le temps aussi, c'est-à-dire que la souffrance, elle n'est pas que dans les années 30 en réalité. C'est une souffrance qui commence bien plus tôt que ça. Le peuple juif a été persécuté historiquement bien avant. C'est-à-dire que la Shoah, c'est la concrétisation de cette souffrance. C'est la concrétisation du mal qu'on voulait faire à ce peuple. Mais le peuple juif a souffert, ça c'est une évidence, et a fait souffrir énormément. Dans la balance de la justice, c'est au point mort. Pourquoi, quand on nous parle... Oui, effectivement, il y a des juifs victimes, il y a des juifs coupables, oui, et dans les mêmes proportions. Il y en a, parler de la traite des négrières transatlantiques, du rôle des banquiers juifs, par exemple, dans ce commerce atroce, ignoble. Mais on ne va pas faire de compétition, les Blancs ne sont pas responsables, tous les Blancs, tous les Juifs ne sont pas responsables. Des banquiers qui ont financé les bateaux, qui ont financé ce commerce. Mais bon, si vous voulez sortir la photo du mec en pyjama pour expliquer que le Juif est un homme extraordinaire, magnifique, pas tous. Epstein est juif, Ariane de Rothschild est juive, ils se défendent, ils sont très négrophobes en plus, vraiment dans l'histoire et dans l'héritage culturel des Rothschild, c'est terrible ce racisme. C'est pour ça que je crois que ce côté hypertrophié mémoriel au niveau de la souffrance juive est une erreur parce qu'elle incite à la compétition et à la hiérarchisation des souffrances. Non, les Juifs n'ont pas plus souffert que moi, et les Blancs n'ont pas plus souffert que les Noirs, et les Noirs n'ont pas plus souffert que les Blancs. Alors, voilà. Non, mais déjà dire ça, quand on est descendant de colonisés et de l'esclavagisme, c'est, il me semble, faire preuve d'humanisme. C'est dire, bon voilà, on arrête. Je crois quand même que s'il y a un peuple qui porte la croix du Christ, c'est quand même le peuple noir. Je veux dire, le peuple le plus pauvre de la planète. Mais c'est Jésus qui dit « Soyez pauvres, suivez-moi sur ce chemin ». Voilà. Donc, moi, je suis chrétien, donc j'écoute cette parole qui me paraît quand même très inspirante. Et donc, je ne peux que dire que on ne peut pas donner de leçons de morale à un homme noir. C'est pas possible. C'est-à-dire, on peut partager une morale commune, mais on peut pas venir me dire les Juifs ont souffert. Non, les Juifs, oui, mais pas plus. Taisez-vous avec ça. Alors, taisez-vous. Ce qui rentre en jeu souvent, c'est la cause. C'est-à-dire qu'il y a je vais prendre l'exemple des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, c'est avant tout pour une conquête territoriale. Évidemment, on fait un génocide massif, mais pour s'emparer de terre. L'esclavage, c'est monétaire. On fait effectivement une traite négrière qui est absolument horrible, que ce soit la traite bon, arabo, du coup, et pas musulmane. Vous voulez peut-être pas musulmane, donc la traite arabo... Non, sémite, la traite sémite. Vous préférez sémite, vous? Bon, on va dire la traite musulmane, non, comme parce ça, que au moins, ça veut c'est dire réglé. pas musulmane. Ça veut dire que sur le marché de Marrakech, par exemple, là où étaient vendus les Arabes, là où étaient vendus, enfin, on les dit Arabes d'ailleurs, oui. Berbères, sur ce marché-là, le marché des esclaves, il se situe où, à votre avis? Dans le quartier juif. Donc, il y avait des juifs sémites qui faisaient le commerce arabo-musulman. C'est pour ça que je dis, il faut pas le limiter à la religion musulmane. On le limite aux États. Les États étaient musulmans, en soi. Ils étaient arabo-musulmans, ces États-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On va dire que l'État français de la traite négrière était chrétien? Oui. Ouais, d'accord. Non, bon. Mais les banques, elles étaient chrétiennes? Peu importe. Non, mais ceux qui ont fait du business. Bon. Mais je ne suis pas en train de dire, encore une fois, mon copain juif, il n'est pas responsable de ça. Mais il faut qu'il regarde son histoire en face. Ok, mais ce que je veux dire, c'est la cause. C'est-à-dire qu'effectivement, la cause, c'est-à-dire le côté... Tu es en train de défendre un aspect particulier, on va dire, de la Shoah. L'aspect particulier de la Shoah, c'est que c'est une volonté, comme pour le génocide arménien d'ailleurs, d'exterminer un peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rationalité économique, il n'y a aucune rationalité territoriale. Je serais indien, je te dirais, non, mais de quoi tu me parles? Des couvertures avec le typhus à l'intérieur. Mais attends, mais ouais, non, mais honnêtement, c'était un massacre systématique, bien sûr, méthodique. Et non, mais c'est pas seulement le territoire qu'il voulait, il voulait que tu disparaisses.
Et la traite des Noirs en Afrique, en Afrique du Sud, les médicaments pour tuer les Noirs, mais c'est quoi? C'est pas des programmes d'extermination? Arrêtons de dire que la Shoah était particulière. C'est l'histoire de l'homme. Ça, c'est détruire l'autre. C'est tout. Et pourquoi? Parce que moi, je vais aller un peu plus loin dans ton raisonnement. Pourquoi on a voulu détruire les Juifs en Allemagne? Pourquoi les nazis ont voulu détruire les Juifs? Non, mais je pose la question. C'est tous les clichés antisémites qui étaient liés D'accord. aux Et il Juifs. n'y a pas eu une déclaration de guerre des Juifs internationaux de New York qu'on dit. Non, mais je dis. Qui ne représentaient absolument pas les 6 millions de morts juifs en Europe. Bien sûr que non. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi attisé et eu une part de responsabilité dans tout ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en pleine affaire Epstein. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'Epstein, qui est juif, qui est agent du Mossad, qui est financé par les Rothschild, est-ce qu'on a le droit de dire quand même que il n'est pas gentil? Ou est-ce que je vais être antisémite? C'est un réseau juif, c'est une mafia juive qui ne représente pas les juifs, mais qui nous pourrit la vie. Alors, justement, c'est là où j'allais vous arrêter, c'est qu'Epstein n'a pas fait que des affaires avec des Rothschild. Il a fait aussi des affaires avec des chrétiens, il a fait aussi avec des résultats visiblement avec les Qataris ou autres. Est-ce que tu as lu les trucs? À chaque fois, il explique Epstein. Epstein est une ordure, mais il n'y a pas Non, besoin mais de il est préciser qu'il est raciste, juif. il est anti-goy, mais c'est marqué. Il explique qu'il y a les juifs qui doivent dominer le monde. Mais il ne représente pas les juifs, mais c'est une crapule juive. Ça. Et il est financé, quand tu dis il n'est pas que financé par... tu Il plaisantes. a fait des affaires un peu avec C'est un agent du Mossad. Il est financé par les Rothschild. Edmond Rothschild, bienfaiteur de Yishuv. J'y peux rien, moi. Je ne suis pas bienfaiteur de Yishuv. Il est bienfaiteur de Yishuv. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Mais encore une fois, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très... oh là là, dès qu'on parle de ce sujet-là, comme il fallait prendre des pincettes pour parler. Ah, quand même, ils ont souffert. Non. Ils n'ont pas plus souffert que moi. Voilà. Pas plus que toi, mais c'est juste qu'ils t'ont mis ça dans la tête. C'est tout. Ils n'ont pas... Par contre, ils ont souffert aussi. Donc, il faut tous s'entendre pour discuter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de temporalité? C'est-à-dire que c'est le génocide le plus récent qu'on ait vécu. Non, c'est pas vrai. Les Arméniens de 1915, c'est beaucoup plus Les loin. Tutsis, les Hutus. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Et vrai. l'Afrique du Sud, l'abolition, l'apartheid. En Europe. Vous savez très bien que les conflits qui sont plus proches de nous touchent plus. C'est le fameux. Ah, mais moi, je suis pas européen. Enfin, non. Je suis de culture française, mais je suis ethniquement, plus proche alors des Antilles, ouais, des afro. C'est aussi une autre civilisation. Ça, c'est intéressant. Ça. Vous avez cette conscience d'être. Complètement. Ouais. Ah bah évidemment, je suis né comme ça. C'est-à-dire quand depuis ta tendre enfance, on t'explique petit bambou là jusqu'à aujourd'hui, avec mon bracelet électronique en tant qu'humoriste, parce qu'un noir n'a pas le droit de faire rire comme les blancs, c'est tout. Mais c'est une évidence. Ça n'existe pas, le métis. Hein. C'est dans la tête. Mais bien Ça sûr. existe. Mais non, mais métis, ça veut rien dire, métis. T'es noir, t'es un homme noir. Et c'est très bien comme ça. Mais moi, je le suis en plus profondément, parce qu'il se trouve que voilà, j'ai eu une transmission en Afrique centrale, avec les Pygmées, avec mon oncle, avec ma famille, et donc je vibre dans ce... Mais moi, j'ai une mère bretonne, je parle le français, j'adore la culture française, j'adore le peuple français, vraiment. Avec les Gilets jaunes, là, il s'était passé quelque chose de très fort. Mais je ne suis pas un occidental. Quand l'Occident fait la guerre en Iran, je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne comprends pas qu'un homme noir puisse faire la guerre dans ces conditions-là. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que cet homme noir est avant tout français. Oui, vous y croyez vraiment pas? Ah, c'est magnifique ce que tu dis. C'est peut-être un Français. Je suis peut-être un peu naïf, du coup. Je sais pas, moi j'ai... Mais parce que tu n'as pas vécu dans la peau d'un noir. C'est-à-dire que j'ai vécu soit dans c'est la peau d'un immigré. Donc, ouais, moi je dirais c'est un nègre de maison. C'est-à-dire il faut des nègres de maison. Mais un noir, alors qu'est-ce que c'est l'ethnie, qu'est-ce que c'est la race? C'est vrai que c'est un sujet qui peut déranger, qui est dérangeant d'ailleurs. Donc ça m'amuse
Parce qu'à partir du moment où il y a un sujet qui dérange, moi, je suis le mélange des deux. Et donc, ce que j'ai à dire, c'est que il faut arrêter de se mentir. Quand un homme arrive en prison, par exemple, dans les promenades, ils se regroupent. Les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes, les gitans avec les gitans. Qu'est-ce que c'est quoi ce qui fait qu'ils se regroupent? C'est le miroir social, on se rapproche plus de la communauté qui nous ressemble le plus. Ben, c'est aussi, et toi, tu es arménien, je suis persuadé que tu te retrouves dans un endroit avec des Arméniens, tu vas te sentir en sécurité. Autant qu'avec des Tunisiens, par exemple. Ouais. Parce que j'ai vécu en Tunisie, donc autant qu'avec des Tunisiens. C'est vrai. Je vois pas forcément la Mais, distinction. ouais. Mais peut-être. Vraiment, pour le coup. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. C'est très sincère. Ouais, ouais. J'ai subi du racisme de la part des Blancs parce que j'étais pas blanc, et j'ai subi du racisme de la part des Noirs parce que j'étais pas blanc. C'est ça. Parce que j'étais pas noir, pardon. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. j'ai pas de... Moi, je pense qu'il peut y avoir une unité, en fait, qui peut se créer et qu'on peut développer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de ça. Je suis d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et j'ai envie de travailler pour ça. Mais pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et déjà, accepter qui on est. C'est ça. Quand tu es noir, tu es noir. Tu ne vas pas te dire que tu es autre chose que noir. Mais après, quand je vais dans un autre département, dans d'autres régions de France, j'adore discuter avec un Alsacien, avec un Corse. Parce qu'en fait, c'est les racines qui me paraissent intéressantes dans la culture. Plus quelqu'un est enraciné, et plus c'est passionnant de mélanger de ces... Là, ils ont déraciné tout le monde. Regarde le problème dans les quartiers, tout ça. C'est un problème de gens déracinés, qui n'ont plus de lien avec leur identité, et ça passe par l'ethnicité. Et là, on voit aujourd'hui, c'est en train de dire la France est blanche et chrétienne. Ah, c'est Zemmour qui dit ça. Ah, c'est magnifique. Bon, historiquement, il n'a pas tort. Elle l'était, non, mais j'aimerais lui parler de Jésus, alors. Qu'est-ce que tu en penses de Jésus, Éric Zemmour? Vous pensez qu'il ne connaît pas Jésus? Lui qui connaît si bien l'histoire de France. Si la France est chrétienne, tu n'as plus rien à foutre ici. Va dans un endroit qui pense comme toi. Il en a parlé de Jésus. Oui, Une fois, il a dit cette phrase incroyable. Je l'ai entendu. Je suis chrétien sans le Christ. C'est magnifique. Je suis catholique sans le Christ. Ça veut dire qu'il accepte les valeurs du catholicisme. Le judaïsme s'arrête avec la naissance de Jésus. Donc, pour un chrétien. Bon. Donc, sois chrétien. Va au bout de ton truc. Alors, il y a aussi toujours cette frontière, effectivement, qui existe aussi dans le judaïsme, qui est un peu particulière. C'est que le juif, c'est une religion, mais c'est aussi un peuple. Donc, on a toujours cette frontière où, parfois, une blague une blague judéophobe peut devenir antisémite très rapidement. Vous voyez, vu que le lien est très fort entre les deux. Ouais, mais là tu essayes d'analyser. Sémite, déjà, toi, tu es sémite? Non, tu ne te considères pas comme sémite. Non, sémite, c'est... Je me considère comme là, déjà, c'est déjà bien. Oui, mais non, mais sémite, c'est quoi? C'est une région, enfin, c'est des peuples liés au Moyen-Orient. Enfin, oui. Par mon grand-père, qui était juif, d'ailleurs. Sûrement sémite, oui. Ouais. Après, je n'ai jamais eu ce truc de... Moi, je ne suis pas sémite. Déjà, j'essaie d'être français, c'est bien. Ouais. C'est pas mal, déjà. Moi, français... Français, oui. Parce que dès que je vais à l'étranger, on le rappelle. J'aime la culture française. J'aime la culture. Alors, français par la culture, oui. Mais après, français par la politique extérieure, ne sont pas du tout représentants. Je suis kanak. Je suis antillais. Je suis contre la domination de l'État français qui nous assassine. Voilà. Maintenant, le peuple français et la culture, et la française, j'adore. Je suis profondément de culture française, ça c'est certain. C'est la culture qui me plaît le plus, la langue qui me paraît la plus intéressante, le peuple aussi, on rit ensemble depuis tellement longtemps. Mais par contre, quand vous parlez au peuple français de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est que l'agressivité de la France. Il ne sait pas. Au Burkina, en Afrique, je ne peux pas être de français. Quand ils disent du général de Gaulle, ce qu'il a fait au Cameroun, c'est terrible, c'est un génocide. C'est pour ça que l'histoire, elle est très, très... alors, se dire on est français, alors que la France, c'est quoi? C'est la banque Edmond Rothschild. Je ne suis pas français. Puisque c'est elle qui demande à Jeffrey Epstein de m'interdire.
Alors, c'est quoi justement alors, le lien qui existe encore entre le peuple français, entre les différents Français? Ce serait quoi le lien alors? Si ce n'est plus l'ethnie, si ce n'est plus la C'est la religion. culture. On ne vit que par la culture? C'est La Fontaine, c'est Et en même Molière, temps, la culture, c'est McDonald's aujourd'hui. Donc, bah, c'est ça. C'est la France n'a pas la culture française n'a pas gagné la guerre mondiale. Elle n'a pas gagné, elle a perdu. Alors, est-ce qu'il valait mieux une culture allemande ou une culture américaine? Moi, dans un cas comme dans l'autre, bon, je ne me reconnais pas. bon, la culture américaine, c'est surtout beaucoup de culture française en soi. Détournée, mais à la base, les Américains n'existent pas. Anglophone, quand même, c'est encore Beaucoup autre plus chose. anglophone, c'est vrai. C'est encore autre Mais à la chose. base, les Américains n'existent pas. Ouais. C'est pas chrétien, c'est ça. Moi, je suis quand même ouais, chrétien, culture chrétienne. C'est une culture et qui rassemble au Cameroun aussi. Alors c'est moitié musulman et moitié chrétien. Et il n'y a pas de différence. Hein. Dans les mêmes familles, les gens sont chrétiens, d'autres sont musulmans. Et, euh, et c'est vrai que c'est une culture. Et c'est vrai que je trouve que dans ce monde de guerre, il y a un truc qui nous rassemble, tous les peuples, c'est cette parole de Jésus, qui est une parole de paix, quoi, d'amour. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment. Après, c'est des enculeries. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme blanc. Non, ça ne concerne pas du tout. La République, c'est des ordures, c'est des enculés. La traite des Noirs, elle a continué. Je veux dire, la colonisation aussi. La République, c'est un concept raciste. La République des Blancs. Pas du tout la République des gens. Qui a changé quand même au fil du temps, on essaie d'adapter. Elle a pris des nègres de maison. Je veux bien qu'on ait du retard, mais par rapport à d'autres civilisations, on a quand même aussi une longueur d'avance. Si on compare par exemple à l'échelle mondiale, on est quand même l'un des rares pays, la France surtout, je parle, hein, pas tellement les Anglais effectivement, mais la France, on est quand même l'un des rares pays à souvent se remettre en question, quitte à même décapiter le roi quand il le faut. On essaye d'avancer. Qui l'a décapité? Les bourgeois. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. La main qui donne est au-dessus de la main qui prend. Et donc, les banques dominent tout. Et malheureusement, la France a perdu, en perdant ce roi, elle a perdu une bonne partie de son identité au profit des banques. Et moi, rien pour le roi. Hein, Louis XVI, mais encore une fois, un peuple enraciné est plus solide et moins raciste qu'un peuple déraciné qui... Donc, je pense que... Et c'est ce qui manque d'ailleurs dans les pays qui ont été... La décolonisation a été mal faite. Si on avait respecté les frontières naturelles, on aurait des peuples plus solides en Afrique centrale notamment. Mais là, on voit, quand tu dis tout à l'heure, la France, c'est un modèle. La France, plus personne ne veut en entendre parler. Hein. Quand la France regarde en Afrique, hein. Puis alors là, maintenant, aller vendre la Gay Pride au Mali, au Burkina ou à Yaoundé, franchement, c'est pas raisonnable. La France a été le phare culturel, peut-être, du monde. Je le pense. Mais aujourd'hui, c'est devenu la pute des États-Unis. Alors, ils essayent d'un petit peu de... C'est terrible, quoi. C'est une vieille traînée, en plus, à moitié dégueulasse, quoi. Le truc... Il n'y a même pas en camionnette, quoi. C'est vraiment le truc de trottoir, quoi. Truc pourri, quoi. Mais bon, on peut toujours gratter un billet sur un chantier, quoi. J'aimerais qu'on en revienne quand même à vous, parce que vous représentez quand même ce qu'on appelle la limite de la liberté d'expression. C'est vraiment vous l'incarnez, pour moi. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous, c'est comment on se sent. Comment on se sent lorsque même on arrive dans des fichiers Epstein, on en parle de nous dans des fichiers Epstein, qu'on a effectivement toutes ces accusations, qu'on a été malmené, parce que vous l'avez été médiatiquement et autres, judiciairement aussi. En plus, cette limite que vous représentez vraiment de liberté d'expression, c'est-à-dire que la limite, c'est Dieu donné. Comment on se sent? Est-ce que, voilà, comment on se sent au quotidien? Est-ce que, quand même, vous vous dites, j'ai peut-être déconné, j'aurais dû faire peut-être d'autres choix pour avoir une vie plus tranquille? Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce qu'il y a eu des idées La remise noires? en question, oui, elle a été faite parce que je reconnais parfois avoir été trop loin, avoir été de mauvais goût, avoir fait des... Mais après, la sanction, c'est le public. Je veux dire,
À quelle condamnation s'habitue? Combien il en faut? La troisième, la quatrième? Oh, bah là, j'en ai tellement. J'ai 2 casiers. Le premier, il était plein. Et là, j'arrive, voilà, mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que ça sert aussi mon œuvre. J'ai commencé par le judo, moi, quand j'étais plus petit, et donc inscrire la chute dans le mouvement, les coups. Tu disais comment on fait? J'ai toujours en tête la mulâtresse solitude. Tous ces esclaves héroïques que j'ai comme repère, moi, et Delgrès et autres, et Toussaint Louverture, tout ça, Malcolm X. Toutes ces populations en fait afrodescendantes, j'en suis le fruit. À travers moi, ils parlent. Et c'est pas étonnant si je me retrouve dans cette situation. Il faut pas. Je comprends que c'est très délicat et très, très gênant de le comprendre. Mais nous sommes nés libres sur cette terre et effectivement, un noir qui a été humilié, enfin, qui appartient à ce peuple fouetté, humilié comme aucun autre, et la liberté de parler comme je le fais, c'est aussi à travers moi tous ces gens-là qui parlent. Et je les laisse parler. Alors, est-ce que c'est schizophrénique? Je ne sais pas quoi te dire. Moi, juste ce que je sais, c'est qu'un artiste, ça doit être ce porte-voix. Et je sais que je suis soutenu par ce peuple et soutenu par un peuple plus large, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très éloignés de moi, mais qui se reconnaissent. Par exemple, dans le nord de la France, des gens, des mineurs, qui ont la vraie sensation d'être des esclaves. Et avec ce qui s'est passé avec l'obligation vaccinale, il y en a plein de gens qui ont compris que vous êtes des nègres, tous. Vous êtes tous des nègres. Vous êtes considérés comme des animaux. Et c'est vrai que quand on est noir, c'est encore plus simple, puisque ça a été le cas il y a très peu de temps. Et là, moi, ce qui m'arrive, c'est ni plus ni moins que mettre les fers aux clowns noirs. Ben, très bien, mettez-les. De toute façon, une œuvre, voilà, c'est compliqué. Hein, il faut avoir une vue d'ensemble sur ce que j'ai fait. Donc, même moi, je n'ai pas encore tout à fait la vue d'ensemble. Hein, j'espère. Mais quand on est chrétien, on est sur un chemin et on sait qu'à la fin, c'est pas bon. Et vous dites jamais, il y a une vie alternative où j'aurais pu faire juste un autre choix et faire Astérix et Obélix 542. J'aurais pu faire pute, ouais. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça m'a pas plu. Les tuches. C'est bien dans les tuches. Ouais. Mais non, mais en plus, j'adore les comiques. Hein, j'ai bossé avec ces gens-là, ça m'aurait fait plaisir comme ça, de les croiser, puis faire les cons, quoi. Mais j'ai pas la soumission qu'ils ont. J'arriverai jamais. J'arriverai pas à voir un producteur dans les yeux et l'autre il me dit t'as été très bien, c'est extraordinaire, on va te reprendre dans. Ah mais va te faire enculer. Je vais faire ça tout seul, faire mon cinéma tout seul, je t'emmerde. Et moi je les ai vus, les mecs qui font le cinéma et tout ça, je peux pas les regarder dans les yeux et les prendre au sérieux. Parce qu'ils ont du pognon, l'autre il va me dire si c'est drôle ou pas. Non, je peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et je discutais avec un homme qui a été un modèle pour moi, c'était Daniel Prévost. Et il me disait, t'es courageux quand même. Je lui dis, c'est toi, Daniel. Je sais pas comment t'as fait à 80 piges. Encore regarder ces gens-là, pas leur cracher à la gueule. Je sais pas comment Pas humainement leur cracher à la gueule, mais professionnellement. C'est de la merde. Et le cinéma français devient de la merde. Pourquoi? Parce qu'il est géré par des gens qui ne laissent plus les gens s'abuser. C'est fini, les gens s'abusent plus. Il n'y a plus ces groupes du Splendide, des inconnus, qui déconnaient, quoi. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est les copains qui l'a vu en boîte, l'autre, ça n'a aucun sens, quoi. Et le spectacle, c'est comme. Moi, je suis un des mecs qui remplit le plus les salles en France. Malgré les interdictions. Sans affiche, sans rien du tout. Hein. 3 mails, bouche à oreille, tac, tac, 1000 personnes qui seront dans un champ. Bon. Et le spectacle subventionné, 0. Plus personne n'y va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne marche pas. Après, il y a peut-être des limites à l'humour qui ont été mises, peut-être à outrance hein, d'ailleurs,
mais peut-être parce qu'il y a eu aussi de la vexation de différentes personnes. C'est-à-dire que parfois, il y a eu des blagues très homophobes, très sexistes. Le sketch de Michel Leb, il n'est pas drôle. Enfin, avec un prisme de 2026, Ouais, mais moi, il me dérangerait, par exemple, si aujourd'hui, en 2026, il y avait un sketch où il fait moi, un accent, je pense qu'il faut le laisser faire. Moi, je suis ouais, pour une liberté d'expression totale. Ouais. un peu à l'américaine, où chaque Mais courant si ça te s'exprime plaît comme il pas, veut. tu vas pas le voir, c'est tout. Il faut une immunité artistique. Moi, je serais pour une loi qui fait que dans une salle, un artiste humoriste, à partir du moment où le cadre, c'est le rire, c'est pas historique, c'est pas politique, c'est le rire, ben, il fait ce qu'il veut. Et puis si les gens n'ont pas envie de les voir, ben, ils vont pas le voir. En général, ce qui est porteur de haine n'est pas drôle, je pense. Et donc, c'est un spectacle qui ne fonctionnera pas. Le problème, c'est que quand tu fais rire et qu'en plus, tu dis des vérités, c'est très, très efficace. C'est extrêmement efficace. Les gens s'en souviennent. Ils s'en souviennent et en plus, ça leur fait du bien. Donc, ils viennent te le dire, ça me fait du bien de rire avec toi, Diodo. Des vérités, vous avez quand même invité Florisson sur scène. Robert Florisson. C'est pas non plus des vérités historiques, ce que raconte Robert Florisson. Je l'ai invité pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité. Est-ce que ça, c'est une vérité? Qu'il est infréquentable? Oui. C'est une vérité, et vous l'êtes aujourd'hui à sa page, parce qu'on pourrait vous remettre le prix, du coup. Et le succès que j'ai pu avoir, et tu m'en parles encore aujourd'hui, alors que c'était en 2007, je me C'était très choquant. C'était très choquant, mais c'était une vérité qu'il était infréquentable. Et cette vérité, elle a traversé, toi, elle vient illustrer parfaitement mon propos, elle vient illustrer, au bout de 20 ans, tu m'en parles encore, parce que comment est-il possible qu'un homme puisse être aussi infréquentable qu'il a pu l'être? Voilà, c'est la vérité que j'ai énoncée ce jour-là. C'est vous qui avez la réponse aujourd'hui, alors, sur l'infréquentabilité? Ah ben aujourd'hui, ouais, Le Pen n'étant plus là, je pense que Le Pen était plus fréquentable que vous, parce que ChatGPT a accepté les questions pour Jean-Marie Le Pen. Donc, Ah d'accord. Moi, j'ai grandi dans la haine de Le Pen. Il était vraiment haï. C'était vraiment quelque chose. C'était lui le méchant. Hein. Ah, c'était lui le méchant. Et Florisson, j'ai découvert après, qui était vraiment le top du top. T'étais candidat face à Le Pen? Ouais, 97, à Dreux, face à Stirbois, qui était une proche. Donc j'étais, moi, j'étais comme tout le monde, j'écoutais, ah, il est raciste. Alors, en tant que noir, là, je suis pas content, il faut pas qu'il soit raciste. Et puis, je me présentais contre lui. Et puis après, je l'ai rencontré. Et alors, qu'est-ce qu'on a rigolé? C'est là où je me suis aperçu qu'on était manipulé à un niveau qui était absolument incroyable. C'est dingue. Et Le Pen, c'est le seul homme politique français, blanc, qui a dénoncé le système Becquet. Et ça m'a touché, parce que de droite comme de gauche, aucun ne dénonce. Aux Antilles, en Martinique notamment, vous avez une famille qui tient la Martinique depuis des siècles. Est-ce qu'on peut justement rappeler ce que sont les Becquets? C'est les héritiers qui détiennent toutes les richesses, notamment en Martinique, effectivement. C'est ça. C'est imaginer que la France soit tenue par des descendants d'Himmler, ou voilà. Et donc, vous demanderiez quand même réparation, au moins que les terres soient réparties. Eh bien non. Bah, justement, c'est ma prochaine question, parce que le temps file et malheureusement, effectivement, le bracelet va sonner. Quand est-ce qu'on passe outre tout ça? Quand est-ce qu'on passe outre, sans oublier, évidemment, mais quand est-ce qu'on fait le point sur ça, sur les génocides qu'il y a eu en cours, que ce soit la traite négrière, que ce soit le génocide des Arméniens, que ce soit le génocide de la Shoah, le génocide des Indiens, quand est-ce qu'on arrive à passer à autre chose? Il faut combien de temps, selon vous, pour se dire, bon, on a quand même autre chose à construire en commun, et arrêter peut-être de se rallier un peu au passé et de l'utiliser aujourd'hui? C'est très naïf comme question. Non, c'est la question la plus importante. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs? Quel est le chemin dans l'histoire humaine qui nous conduit à cette réalité, et ce constat qui paraît évident, mais qui n'est pas atteint? Alors moi, en tant que chrétien, je dis, c'est reconnaître cette parole qui rassemble tout le monde, et on est tous égaux. Il y a pas, en fait, Jésus n'était pas chrétien. Hein. Jésus, il a donné une voie, et après, il y a des gens qui se sont dit chrétiens, mais Jésus, c'était un homme libre, et il nous a dit, il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus de romains.
Donc ça veut dire plus d'Arméniens, plus de Noirs, plus de Blancs, plus de... Ça serait bien. Ça serait... Et alors, il a donné une baguette magique. Bon, l'amour éternel, mais ça, c'est vrai que ça va être compliqué. Le mot est égalvaudé, amour. Et le pardon. Il faudra pardonner. Alors aujourd'hui, est-ce que un combattant du Hezbollah est capable de pardonner un combattant de Tsahal, et réciproquement? Est-ce qu'un Iranien peut condamner un Marines américain? C'est peut-être un peu tôt, mais c'est pourtant le chemin. Et quand vous voyez Bush, Trump, tous ces présidents américains, la main sur la Bible, donc la parole de Jésus, c'est impossible. Jésus, il est en Iran, sous les bombes. Il n'est pas avec toi. Jésus, il est à Gaza. Jésus, il est au sud de Beyrouth, là. Évidemment. Jésus, il est dans la forêt africaine avec les mecs qui chopent la maladie qu'ils ont envoyée. Et donc, Jésus disait de tout laisser et suivez-moi. C'est la vision la plus juste de ce qu'est l'homme. L'éveil viendra des plus pauvres. Qui sont les gens les plus pauvres sur la terre? Écoutons les Kanaks, écoutons les Pygmées d'Afrique, c'est eux qui tiennent la vérité. C'est eux qui savent tout. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est pas Trump. Trump, le pauvre. Enfin, je dis le pauvre parce qu'à mon avis, il est manipulé aussi. Il a fait le con avec Epstein. Il faudrait qu'il en fasse un spectacle. Je sais pas. Parce que là, je sais pas s'il va faire rire les soirées Epstein. Je sais pas comment. J'aime bien les sujets compliqués. Hein. Mais là, s'il vient me voir, tiens, j'aimerais faire un spectacle comique là-dessus. Je peux l'aider, mais non, c'est sale ce qu'ils ont fait. Hein. C'est sale. J'ai vu qu'ils ont bouffé des gosses. Apparemment, il y a des mails où ils bouffent. Il n'y a pas encore tout, mais ouais. Dieudonné, merci. Ben, avec plaisir. Tout comme vous, j'aime bien recevoir les méchants, donc je voulais voir qui était le méchant. Eh bien, écoute, dommage. Toutes mes condoléances pour ta chaîne. Sûrement, mais au moins, moi, c'était intéressant pour moi et je pense que c'était aussi intéressant pour nos auditeurs. On n'a pas parlé de l'Arménie. Non. C'est dommage parce que c'est aussi les racines qui m'intéressent de chacun. Puis je suis sûr que dans cette culture arménienne, il y a des choses que j'ai beaucoup de choses à apprendre, en fait. Et elle a l'air assez riche. J'en avais un petit peu entendu parler avec Aznavour, évidemment. Et il y a eu un film de fait, et puis il y a eu des choses, il en a toujours assez bien parlé. Mais c'est une culture intéressante qui je crois, c'est important. Elle participe aussi à l'histoire de l'humanité, et c'est important d'en parler, tout comme la culture des Pygmées d'Afrique centrale dont j'ai commencé à te parler. Merci encore. Est-ce que vous auriez juste un mot de la fin avant de conclure? Je vous laisse bien évidemment le mot de la fin et je rappelle que le but, c'était pas de vous interrompre constamment, même si je l'ai un peu fait, navré. Non, mais le but, c'est quand même de laisser l'autre développer. Alors, voilà, c'est moi, le mot de la fin, c'est si on pouvait travailler chacun, œuvrer à, comme tu l'as laissé entendre, à plus d'harmonie, d'un apaisement, essayer de sortir de ce cercle, cette spirale de la guerre, ce serait formidable. Le racisme, on en a un peu parlé, mais c'est aussi aller au fond. Racisme, racine. Aller au fond. Il ne faut pas avoir peur de nos racines. Et la République, malheureusement, elle nous fait oublier nos racines. Et je pense que c'est en connaissant et en étant bien enracinés qu'on pourra vivre bien ensemble. Il suffit de regarder ça dans la nature et faire le parallèle avec une plante qui a des belles racines. Elle sera plus en harmonie avec le reste de... Voilà. Alors qu'une plante en pot, très rapidement, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, quoi, et ça pue. Merci encore.